ayant distingué les différents handicaps que nous rencontrons dans les classes, alors, ça ciblera plutôt, si vous voulez, les difficultés et les solutions qu'on a trouvées les enfants avec des troubles du comportement, hein, plutôt que les autres, vous l'avez bien compris. Donc nous, on a trouvé des solutions. Ces enfants, on se les partage au sein de l'équipe éducative. Je crois qu'il faut avoir la chance de se dire qu'on ne porte pas tout seul un enfant qui dysfonctionne gravement à l'école. Donc on en discute beaucoup au sein de l'équipe, dans des réunions informelles comme dans des réunions formelles. Et on essaie d'impliquer vraiment tous les partenaires de l'équipe. Si un enfant de moyenne section trouble vraiment la classe, on n'hésite pas à construire un emploi du temps adapté pour cet enfant, qui va peut-être aller sur une grande section le jeudi matin. Nous l'avons expérimenté dans l'école l'année dernière, donc un enfant qui allait le jeudi matin en grande section parce que les activités ce matin-là se prêtaient à le recevoir, en plus des autres, et on se le partage. Alors parfois pour l'évincer de la classe, parce que c'est nécessaire, parce que c'est une question de survie, de respiration, sans avoir un objectif très particulier d'apprentissage pour lui. Et puis parfois c'est plus construit. Et là, ça apparaît dans l'emploi du temps de l'enfant et c'est formalisé avec la famille. Oui. Je ne parle pas de solution tout de suite. Donc du tout. Un peu. Voilà. Je vous donnerai les solutions plus tard, puisque j'ai un petit mot écrit pour le sujet. Mais en tout cas, voilà. C'est pas discret, non. Je ne sais jamais être discret. Bon, donc pour les solutions, on en parlera plus tard. Je vais évoquer les obstacles d'abord, même si cette solution de partage au sein de l'équipe éducative, moi, me paraît fondamentale. Je pense qu'on ne peut pas faire sans, et qu'un enseignant face à sa classe tout seul, forcément va au casse-pipe, si je peux me permettre ce mot, s'il reste seul face à la difficulté scolaire. Donc je parlerai plus avant tout à l'heure des solutions, et je vous donnerai des exemples pour l'accueil d'un enfant en fauteuil ou sur béquille pendant des durées courtes dans l'école, surtout quand nous n'avons pas les adaptations nécessaires, les aménagements nécessaires dans l'école. Et je vous parlerai des adaptations donc, de l'emploi du temps du petit garçon qui dysfonctionnait gravement l'année dernière. Concernant les obstacles, moi je veux bien parler des obstacles. On a un inspecteur, mais de toute façon, on sait très bien que nous avons des effectifs qui sont trop lourds. Moi j'aurai 30 élèves par classe l'année prochaine, avec des doubles niveaux partout. Un enfant qui arrive avec une pathologie d'une autre école, un que nous avons au sein de l'école, des petits qui arrivent avec des troubles visiblement des apprentissages qui sont vraiment pressentis. On aura des difficultés, même si nous sommes dans une école qui se revendique comme étant une école favorisée, et qui l'est, de fait. Alors, je pense qu'il y a aussi l'émergence de nouvelles difficultés ordinaires qui font que c'est un vrai obstacle pour ces enfants très difficiles. C'est que l'éclatement des cellules familiales, c'est la précarité dans l'emploi, c'est le flou artistique qui est entretenu sur ce que doit être un travail partenarial avec la famille pour essayer d'envisager des solutions avec eux, et cette méconnaissance qu'on a de ce qu'est le partenariat. Donc je parlerai tout à l'heure d'empathie avec la famille, mais quand on a dit qu'il faut avoir de l'empathie avec la famille qui a un enfant en difficulté, tout est dit, mais finalement comment on fait concrètement pour faire preuve d'empathie vis-à-vis de cette famille. Donc ça on pourra en discuter, je trouve que par moment on n'arrive pas à le faire, et ça c'est compliqué. Donc sur cette cohérence éducative, ça il y a un vrai problème. Des psychologues scolaires et des maîtres G qui sont surchargés et par des urgences sur les écoles élémentaires et qui ne peuvent pas apporter l'aide qu'ils devraient apporter au cycle 1. L'absence d'accompagnement par des AVS tout au long de la maternelle, c'est certain, des enfants qui dysfonctionnent gravement. Parce que c'est le lit, la maternelle où se trame et se construit justement ce travail avec la famille. L'absence, on peut dire, de communication et de confiance que moi je perçois entre les enseignants et les professionnels du soin et du milieu médical.
des situations individuelles, les choses se font aisément. Mais la plupart du temps, c'est quelque chose qui est un peu unilatéral et pas bilatéral. Moi, je souhaiterais, on délivre beaucoup d'informations aux gens du milieu médical qui s'en servent pour travailler avec les enfants, et on reçoit, on ne nous délivre que très très peu d'informations et on est obligé de faire sans. Donc ça, c'est un vrai obstacle. Donc comment construire un partenariat avec les gens du milieu médical, et là c'est quelque chose de général que j'entends dans toutes les écoles. Également peut-être parler du cas particulier de la maternelle, et après je donnerai la parole. Dire que la maternelle c'est vraiment le début d'un long chemin, et que ce long chemin il est vraiment chaotique. Et pour travailler avec des familles depuis maintenant 20 ans que j'ai la direction, c'est très compliqué. Déjà qu'il y ait une prise en compte de la difficulté en maternelle. Alors bien sûr que pour le handicap qui s'impose, l'enfant ne marche pas, il ne marche pas. Il ne voit pas, il ne voit pas. Mais le trouble du comportement pose vraiment problème, parce que souvent c'est un signe pour les parents simplement d'immaturité. On veut le laisser grandir, nous aussi d'ailleurs, les enseignants aussi, c'est normal. Mais on repère quand même des troubles psychotiques très très jeunes chez les enfants qui rentrent à l'école, et on est très isolé et très impuissant à les aider, ces enfants. Voilà, et c'est fait en fait notre chemin d'avancées qui sont significatives, c'est-à-dire qu'on croit que les choses sont gagnées et que ça y est, il y a une compréhension de la situation par la famille, par les enseignants, et c'est dans ce que disait Barbara, je l'ai perçu, dire enfin pour mon enfant il y a quelqu'un qui fait que les choses sont bien parties. Je pense qu'il faudrait travailler plus sur la durée, c'est-à-dire sur toute la durée de l'école maternelle, toute la durée de l'école primaire. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place en équipe pour ces enfants-là, et pas à l'échelle d'une année. Voilà, je trouve que les projets qui sont construits pour les enfants sont à des échelles qui sont un peu réduites au niveau du temps. Voilà, et puis dire, pour avancer, il faut avoir une véritable empathie pour les familles, et ça c'est très compliqué, et c'est pas quelque chose qui s'apprend à l'SPE, d'avoir de l'empathie. Donc, mais peut-être qu'il faudrait essayer de travailler là-dessus, sur cette notion-là, pour que le partenariat se construise. Merci. Je pense qu'en plus de l'injonction à l'école inclusive, parce que c'est bien ça qui se passe, une espèce d'injonction à fabriquer une école inclusive, il y a une autre injonction très présente, Karim le soulignait, je ne sais plus sur la circulaire d'entrée, il y a l'injonction au partenariat. Et évidemment, le partenariat fait consensus, il faut qu'on fasse du partenariat, il faut qu'on reconstruise du lien entre des acteurs qui étaient atomisés et dissociés. Le secteur médico-social n'a jamais réellement parlé avec l'école jusqu'à ces dernières années. Mais ce qui est annoncé, c'est vraiment une injonction. Il faut faire du partenariat. Et notamment, dans une recherche qu'on a menée avec un collègue québécois, on voit très bien que dans les textes français, le partenariat, il est présenté comme le partenariat, par exemple, entre l'école et l'établissement spécialisé. C'est-à-dire que c'est un partenariat de structure, alors qu'évidemment, les professionnels ont besoin d'un partenariat de personnes. Donc voilà, ceci dit, le partenariat, ça se construit, ça s'apprend, mais en effet, la bonne volonté ne suffit pas. Barbara, peut-être tu prends la suite. Alors, merci. Je ne sais pas trop par où commencer, parce qu'en réalité, j'ai envie de vous raconter un peu le parcours de Sacha pour tirer quelques fils et vous donner quelque chose, mais j'aimerais bien aussi réagir à ce que vous disiez sur l'empathie nécessaire par rapport aux familles. Mais je pense que ça va venir au fil de ma petite présentation. Donc en fait, Sacha est scolarisé à Genève, dans le canton de Genève. Donc si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, arrêtez-moi, parce qu'il y a des cycles qui ne sont pas les mêmes, un fonctionnement qui est complètement différent. Donc Sacha est entré avec 1 an de retard à l'école, sachant que l'école commence qu'à 4 ans dans le canton de Genève. Il est rentré, je m'étais beaucoup battue pour qu'il soit intégré. En sachant que de toute façon, de fait, une intégration scolaire dans le canton de Genève, c'est une intégration à mi-temps. Donc le matin à l'école et l'après-midi en centre médico-pédagogique, où il y en a très peu dans le canton de Genève. Donc l'enfant, qui est de toute façon présenté par, en tout cas l'institution était présentée comme un enfant fatigable, ce qui n'était pas le cas pour le mien, mais du coup,
il devait prendre le bus et puis partir de l'autre côté du canton l'après-midi, puis revenir. Donc il avait quelque chose comme 2 heures de transport par jour. Puisqu'il était fatigué, il ne pouvait pas aller toute la journée à l'école. Par contre, il pouvait prendre les transports. Donc voilà. Et donc on a commencé la scolarité où moi je me faisais toute une idée en tant que parent du super partenariat qu'on allait avoir avec l'enseignant. Pour la petite histoire, Sylvie, tu m'en voudras pas, mais Sylvie Seb est donc la marraine de mon fils. Donc vous voyez comme j'étais coachée quand même. Et donc j'y croyais beaucoup à cette intégration et je pensais vraiment pouvoir travailler. Dans ma tête, c'était main dans la main avec cette enseignante, jeune enseignante, qui avait accepté de prendre Sacha dans sa classe, puisque c'était la condition pour qu'il puisse être intégré. Et dès le départ, elle a mis une distance énorme avec nous. On n'était pas partenaires. Je lui demandais qu'elle soit un peu transparente sur ce qu'elle faisait à l'école pour qu'on puisse reprendre, puisque comme Sacha n'était pas à l'école l'après-midi, il fallait donc que je sache ce qu'il faisait pour pouvoir un petit peu rattraper ce qu'il ne faisait pas, puisqu'il prenait toujours plus de retard. Et elle estimait que ce n'était pas mon rôle, par exemple, de faire ça, que ça c'était le rôle de l'enseignant. Mais il n'avait pas d'enseignant l'après-midi. Donc c'était quand même, on a eu un vrai problème de confiance et de partenariat. Elle a gardé Sacha pendant 2 ans dans sa classe, pour vous dire aussi que les objectifs étaient essentiellement des objectifs, comme ils disent, d'intégration sociale. Donc par exemple en 2e année, je pense à minima avoir fait 6 réunions sur pourquoi Sacha met 1 heure à mettre ses chaussons. Et je ne vous mens pas, c'est vraiment, on a eu, alors est-ce qu'il faut mettre des petits programmes en place, etc. Alors même que Sacha commençait à connaître